Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre petit, dense, extrêmement inquiétant, que j'ai lu lors de sa parution en septembre 2018. Je vous montre le titre, je vous montre le livre. Le mal qui vient. Tenez, je m'approche. Le mal qui vient. De Pierre-Henri Castel. Henri Castel est né en 1963. Il est à la fois philosophe et psychanalyste. Vous disais-je, publié en septembre 2018. Et on a l'impression, même si le titre, très inquiétant, fait référence, entre autres, au changement climatique et les conséquences qu'ils vont apporter dans la montée du mal. Et ce qu'il dit d'entrée, c'est que ce livre-là, s'il l'avait... c'est un livre aussi où il est question du temps qui se hâte. Que s'il avait jugé que l'Apocalypse, le temps d'Apocalypse était tout à fait imminent, il n'aurait pas eu le temps de l'écrire et on n'aurait pas eu le temps de le lire. Alors il se projette dans un temps relativement long. Mais depuis 2018, depuis septembre 2018, il s'est passé un certain nombre de choses qui sont allées en précipitant. Un certain nombre d'événements qui sont allés en précipitant les choses. Si j'évoque pour vous le 25 mars 2020, sans doute, vous n'allez pas vous souvenir de quoi il en retourne. Et pourtant, le 25 mars 2020, c'est tout frais. C'est à peine 2 ans et demi. Alors, le 25 mars 2020, c'était le début du confinement, le début du grand confinement. Confinement après qui a été suivi par moyen confinement, petit confinement, très petit confinement et disparition complète du confinement. Et même disparition même du virus dans les esprits. Si je vous dis 24 février 2022, là, vous allez vous en souvenir, vous le savez, c'est l'agression russe en Ukraine. Ces deux événements ont fait de telle sorte que ce livre, qui est une étude sur un vieux sujet moral, un vieux sujet philosophique, que des théologiens se cassent les dents, sujet sur lequel les théologiens se cassent les dents depuis des millénaires, c'est la question du mal. Et cette question du mal, au fond, intéresse assez peu de gens, c'est visible. Et je vais vous parler du livre, et je vais entrecouper cela, peut-être d'un tout petit passage, à la fin, sans doute, mais de certaines considérations qui m'ont étonné, considérations survenues en ces temps des fins dernières. Cet été, par exemple, dans mes contacts innombrables sur les réseaux sociaux, un nombre inimaginable de gens, des gens tout à fait dotés d'une grande vertu morale, d'une grande conscience sociale également, ils sont allés en voyage. Et ce qu'on pouvait entendre, c'est non pas, après 2 ans de pandémie, j'ai ressenti le besoin, enfin, de voyager. C'est plutôt, vu le contexte actuel, vu l'atmosphère de destruction accentuée, c'est plutôt, il faut en profiter pendant que ça dure. Il faut en profiter pendant qu'on peut le faire. Et cette accélération, c'est une des thèses de ce livre, c'est qu'au fur et à mesure que la destruction va s'accentuer, le mal, lui, va monter. Qu'il y aura d'un côté des gens qui auront plusieurs coups d'avance et qui vont pouvoir planifier de nouveaux vols, qui pourront planifier de nouvelles captures de privilèges, qu'au fur et à mesure, ils vont prendre de plus en plus d'habileté à dérober, à voler, à tuer, à prendre les dernières places. Et on pourrait même dire
que les temps derniers vont quand même receler un certain nombre de beautés. Et ces bourreaux ingénieux vont s'activer, vont s'ingénier, vont pas juste s'activer, ils vont planifier ces derniers moments de beauté pour les capter pour eux. Et évidemment, ils n'hésiteront pas à commettre des exactions. Ils vont être les plus malins, les plus forts, les plus redoutés. Et il y a quelqu'un qui me faisait part d'une remarque aujourd'hui, pour faire un petit bond. Il est allé en France voir sa famille. Et ce qu'il a constaté du hublot, c'est que les terres étaient brûlées, couleur ocre, en plein milieu de l'été. Les rivières, visiblement, certaines d'entre elles, s'étaient asséchées. Et je pense que nous avons été plusieurs à avoir été éberlués par cette découverte au Texas d'une rivière asséchée où on retrouvait des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d'années. Je pense qu'on a été plusieurs aussi à y voir là un signe de ce qui nous attendait. Tout à coup, les dinosaures réapparaissent, mais sous la forme de traces et sous la forme de rivières dont l'eau s'est évaporée. Alors cette image, en tout cas moi, elle m'a sidéré. Je suis convaincu que nous sommes très nombreux à y voir là une sorte de signe de ce qui nous attend. Alors ce que dit Pierre-Henri Castel, c'est que plus ça va aller, plus ça va mal aller. Alors, et que ça va engendrer, évidemment, un déploiement de la mauvaiseté. Mauvaiseté qui va se faire aussi soit pour pouvoir jouir des derniers privilèges, question de principe, ou encore tout simplement par habitude. Et il dit regretter le temps lointain où des philosophes tels que Gunther Anders ou Karl Jaspers étaient assez scandalisés par notre apathie. Ce que nous dit Castel, c'est que nous ne sommes plus dans le temps de l'apathie. Tout un chacun a pris la mesure de la catastrophe en cours. Et chacun déjà se positionne pour profiter des derniers moments. Et cette attitude de profiter des derniers moments va faire de telle sorte que la situation va s'aggraver. Alors, et ce qu'il dit, c'est que probablement, ça aussi, ça m'a fait réagir. Il dit que probablement nous étions entrés justement dans ce temps de bascule. C'est exactement la terminologie qu'a utilisée Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il a évoqué un temps de bascule. Et c'est-à-dire que chacun a pris conscience que nous étions entrés dans le temps des fins dernières. Alors, et que les derniers hommes vont tout à coup se retrouver dans une sorte d'ivresse extatique de la destruction. Puisque tout est perdu, vont aggraver la situation. Et que la dernière jouissance qui va rester à ces derniers hommes, eh bien, ça va être de faire le mal. De faire le mal de manière de plus en plus ingénieuse, de plus en plus sophistiquée. Dans une sorte pas juste de jouissance morbide, mais peut-être même dans une sorte de catharsis. Non pas pour se libérer, mais pour accepter l'idée qu'il n'y a pas de lendemain. Alors, évidemment, les divers scénarios évoqués par l'auteur donnent froid dans le dos. Et il s'appuie sur toute cette cinématographie
post-apocalyptique. Il parle entre autres de The Road, de McCarthy, mais de combien d'autres qui ont nourri notre imaginaire enfantin, par exemple. Je dis enfantin parce que nous étions des enfants. L'auteur né en 63 était également un enfant. Soleil vert. Soleil vert, que si vous avez l'occasion de les glaner sur YouTube, la bande-annonce, on a l'impression, et ça se passe en 2022, hein, Soleil vert. Film réalisé en 72, si ma mémoire est bonne, et qui, 50 ans plus tard, et ce qui est frappant, c'est que, bien la pollution, elle est partout, la surpopulation, la chaleur, hein, les personnages sont accablés par la chaleur, et ils portent des masques comme ceux que nous avons portés pendant quoi? 1 an et demi? Jusqu'à tout récemment. Maintenant, il y a quelques résistants là, ici et là, qui portent des masques. Et que donc, cet univers, et là ça va m'amener sur une autre digression, cet univers de films post-apocalyptiques, selon moi, vont de pair avec cette espèce de, je ne sais pas comment qualifier ça, mais de la télésérie, l'univers de la télésérie, qui agit comme un anesthésiant, qui agit comme un stupéfiant, qui agit... c'est inimaginable, la production de téléséries. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une sorte de lien. Moi, personnellement, je n'en regarde pas. Et je vous dirais que c'est pas que faute de temps. Je vous dirais même que c'est une question de principe pour moi de ne pas en regarder. Je n'irai pas ici discuter des mérites à la fois au niveau des scénarios, à la fois au niveau des images ou des dialogues. Je sais que ce qu'il y a de plus créatif est mis à contribution. Mon point n'est pas là. Mais cette inflation d'images, cette inflation d'images qui nous... En fait, c'est comme si on nous inoculait un fatalisme. Et j'ai peine à croire que la réalité est si déplaisante qu'on soit obligé, soir après soir, d'incurgiter des doses massives de téléséries. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une sorte de lien entre, aux alentours de 1600, une nouvelle catégorie de peintres qui sont apparus. Des peintres qui correspondaient à la fois aussi, le travail de peintre qui correspondait aussi à la fois au désir du public, en tout cas au désir de ceux qui possédaient ces œuvres-là et qui pouvaient peut-être les offrir à la contemplation pour un certain nombre de gens limités. Mais les images parlent à tout le monde. Les images, même un analphabète comprend une image. Alors, à partir de 1600, les peintres, gavés par une inflation d'images saintes, religieuses, mythologiques, fables, ont découvert la peinture silencieuse, c'est-à-dire les natures mortes, les objets quotidiens pris dans leur nudité. Une carafe, un morceau de pain, un lièvre prêt à être dépioté, des paysages de la vie intérieure, domestique, une femme qui regarde par la fenêtre. Bon, ça c'est pour ce qui est des personnages vivants. Mais ces peintres, au tournant de 1600, ont inventé donc la peinture silencieuse. Et je pense qu'au niveau des images, des gens comme moi qui se refusent aux téléséries, c'est qu'au fond, j'ai besoin d'images silencieuses pour appréhender le monde dans lequel je suis. Voilà. Les téléséries ne peuvent absolument pas, peuvent me distraire à l'infini, peuvent me distraire jusqu'au tombeau, mais elles ne peuvent pas me renseigner sur l'état du monde. Car l'état du monde occidental, du moins jusqu'au 24 février, était un monde tout à fait prévisible dans ce qu'il y a de pire. Et cette apathie politique, cette apathie citoyenne, cette apathie de gens qui
même si nos démocraties libérales sont tout à fait imparfaites, vont en nombre grandissant ne pas se prévaloir du droit de vote. Et le nombre d'individus qui jugent tout à fait appropriées les solutions les plus radicales, les plus violentes, les plus anti-étatiques, en tout cas du moins pour l'instant, vont également en grandissant. Nous sommes de moins en moins nombreux, je l'observe autour de moi, à juger que la démocratie, que l'exercice fastidieux, ennuyeux, gris de la démocratie mérite quelque intérêt. Alors les solutions de plus en plus d'individus radicales, évidemment, qu'on imposera à autrui, vont en augmentant. Ce genre d'individu-là va en augmentant. Il y a un passage qui est tout à fait saisissant aussi dans cet ouvrage. C'est le passage où Nietzsche apprend que les communards auraient incendié, auraient mis le feu au Louvre. Le Louvre qui, à l'époque, recelait tous les trésors de l'humanité. C'était le dépôt officiel de tout ce que de beau a pu créer l'espèce humaine. Et son premier mouvement, ça a été de s'en accabler. Mais le deuxième mouvement, ça a été de se dire que quelque part, si l'humanité avait les ressources, l'énergie, la créativité pour être à nouveau capable de recréer des œuvres de grande beauté, eh bien, c'était peut-être l'occasion pour elle, l'humanité, de se surpasser. Mais que si elle n'avait pas l'énergie, la vitalité, la créativité pour recommencer sur les braises refroidies, sur les cendres du Louvre, de nouvelles œuvres, eh bien, cette humanité-là ne méritait pas de poursuivre son chemin. Alors, vous voyez le paradoxe de l'affaire. Alors, il nous dit aussi, un peu toujours dans cet ouvrage, qu'il lui souhaiterait un choc, une prise de conscience de ce mal qui vient avec un grand M. Alors, il n'hésite pas à parler je cite de mémoire, de l'effet de l'effroi. Mais je pense que même cet effroi-là, aujourd'hui, il est refroidi. Je pense qu'on n'en est même plus là. Les 4 dernières années qui ont séparé la parution de cet ouvrage me fait dire, en tout cas si j'écoute, si je vois les comportements des uns et des autres, tout à fait de bonne foi, qui veulent profiter une dernière fois de l'Italie, qui veulent profiter une dernière fois de la France, eh bien, il y a cette arrière-pensée de la dernière fois qui commence à s'emparer des esprits. Et plus cette chose va se produire, et plus il y aura des gens aussi qui, eux, vont ourdir des complots pour que ça ne soit pas la dernière fois pour eux, que ça soit l'avant-dernière fois, l'avant-avant-dernière fois. Et cette incapacité que nous sommes à penser le mal, eh bien, pourrait d'une certaine manière ouvrir la porte à ceux qui n'hésiteront pas à le commettre. Alors, ben voilà, je pense que je vous lirai rien. Je vous lirai rien de ce livre. Il y avait un passage que j'avais retenu. Oh, tenez, je vais vous le lire. Nietzsche et Freud, qui sont des grands héros intellectuels, partagent à cet égard le même individualisme pessimiste des forts. Ceux qui ne se plaignent pas et qui ne rendent compte à personne de leur vie, ni de la façon dont vivre consiste à érotiser ce qui vient à leur rencontre, autrement dit, ce qui précède leur mort. Il ne fait aucun doute que les deux poussent à bout la logique de l'affirmation individualiste sous cette forme extrêmement paradoxale qu'elle autorise et même valorise quelque chose d'antisocial
comme le fruit le plus raffiné de la sociabilité individualiste. Je dis bien de la sociabilité individualiste, car c'est là une posture susceptible de forcer l'admiration collective, le spectacle d'individus qui ont une certaine manière, insaisissablement personnelle et indépendante, de ne respecter aucune des normes et des valeurs de la société qui les environne. Cette société serait-elle régie par des idéaux individualistes? Car nous voyons bien qu'il ne s'agit pas chez eux d'un pur et simple déchaînement régressif des pulsions, mais au contraire, d'un très haut travail de culture, d'une éruption de la liberté comme au-dessus de la liberté commune qui fait norme dans ce genre de vie collective. Il importe en tout cas qu'il n'y ait aucune conséquence directe, aucune courroie de transmission imaginaire entre ce qui affranchit l'individu et ce qui libère indirectement et enrichit peut-être la société à laquelle il appartient, dont certains membres s'avèrent du coup plus émancipés et plus robustes. Alors voilà, c'est un petit livre extrêmement dense, avec des considérations étagées, c'est-à-dire, il part d'après un postulat d'un temps qui s'ouvre, mais qui est néanmoins envisageable, à comment ce temps-là aussi va être mis à profit pour des individus qui peut-être feront le mal également par principe. C'est dans leur nature, c'est dans la nature profonde, et qui sont déjà... D'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs avant la pandémie. Moi, j'avais une théorie, déjà, une théorie, n'exagérons pas, une image, disons. Des gens, d'ailleurs, toujours dans l'actualité récente, je pense que c'est un député de la NUP qui proposait qu'on interdise ou qu'on taxe d'amende très élevée les propriétaires de jets privés. Alors, Macron a dit que non, il ne fallait pas faire ça. Bon. Mais les jets privés, la théorie du hublot, à partir d'un jet privé, tu surplombes la planète. Et les grands utilisateurs de jets privés, des gens donc très en moyen, sont en mesure de se déplacer, de faire le tour du globe plusieurs fois. Et ils sont en mesure de constater de visu l'état de la planète. Et qu'ils sont au-delà des statistiques, ils sont au-delà des rapports des rapports comptables. Ils voient la banquise fondre. Ils voient, comme mon ami Thibault, la terre brûlée. Ils voient les forêts se rétrécir. Ils voient peut-être même les océans changer de couleur. Ils sont en mesure de ressentir physiquement les effets d'une planète en train de franchir son point de bascule. Alors forcément, s'ils sont logiques avec leur vision des choses, ils vont vouloir se mettre à l'abri. Ils voudront mettre à l'abri leurs proches. Aller habiter sur des îles, le milliardaire Guy Laliberté, ou encore le fondateur de PayPal, qui a acheté un ensemble de l'île dans un archipel français, afin de recréer une société d'élus, évidemment, qui auront survécu à l'apocalypse qui vient. Alors, ces gens-là, ils sont déjà dans ce scénario-là. Et ils n'hésiteront pas à commettre les pires exactions pour pouvoir pas que conserver leurs privilèges, pour jouir du spectacle de la
résurrection. Et ça, je comprends que c'est une idée qui est assez inquiétante. Et moi, je pense également que la mort globale, la mort totale, l'anéantissement de l'espèce humaine dans son entièreté, au fond, c'est tuer la mort. C'est tuer la mort individuelle. Que si on meurt tous en même temps, ou que si on est capable de, même si moi, bon, j'ai la petite soixantaine, je peux subodorer le nombre, statistiquement du moins, le nombre d'années qu'il me reste à vivre, il est peu vraisemblable que le vieillard que je serai entre dans cette mort généralisée, collective, qui va faire de telle sorte que la mort individuelle cessera d'exister. La mort individuelle va mourir dans la mort collective. Mais il est possible que des jeunes personnes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, 25 ans, ben, se refusent avec violence à cette mort collective et n'hésiteront peut-être pas non plus à opposer une très grande violence à ceux qui, comme moi, ben, auront fait non seulement leur temps, mais qui seront rendus également responsables de l'état de dévastation dans lequel la planète se trouve. OK, boomer. Alors, est-ce que on ressent ça aussi? Est-ce que cette possibilité d'anéantissement collectif pourrait se révéler être une manière aussi d'épanouissement? Sachant que nous n'allons plus mourir individuellement, eh bien, les garde-fous empêchant les pulsions de mort de se déchaîner pourraient être également levés. Alors, ce livre qui m'apparaissait d'une extrême fraîcheur lors de sa parution m'apparaît déjà comme un objet un peu vieilli précocement, non pas par la pertinence du propos, mais par l'accélération des événements en cours. Un peu comme si on lisait le journal de décembre 2019. En 2019, il ne se passait pas grand-chose. Et depuis le 25 mars, date que vous avez oubliée, 2020, il y a une accélération, là, à un point tel qu'on voit des traces de dinosaures vieilles de 112 millions d'années au fond d'une rivière asséchée. Le mal qui vient, Pierre-Henri Castel, c'est publié aux éditions du Cerf. J'ai pris un plaisir un peu malsain à le relire. M'avait fait une très forte impression lorsque je l'ai lu la première fois. Je l'ai donc relu la deuxième fois pour vous en parler. Je ne pensais pas je ne pensais pas vous en parler de ce livre-là, mais le comportement des gens tout à fait civilisés que je côtoie dans ma librairie, cette espèce de... Je sens D'ailleurs, à l'un d'entre eux, je lui ai demandé si la proximité de la guerre ne lui faisait pas peur, hein, à 2000 kilomètres de son lieu de villégiature. Eh ben, des enfants, des femmes, des maisons sont détruites. Je lui demandais si cette proximité-là, j'ai bien vu qu'il y avait un angle mort là, ici, que ça le dérangeait de penser ça. Et je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à vouloir éviter de penser à ces choses-là qui nous dérangent et qui ne manqueront pas de nous déranger dans le futur. Et ça va augmenter notre blindage. Augmentant notre blindage, ça va augmenter les conditions objectives de l'eau qui monte. Hein? C'est pas Claudel qui disait il y a
on fait monter les eaux du mal. Hein? On les fait monter. Alors ça monte imperceptiblement. Une sorte d'insensibilité commence à se faire sentir. Et au fur et à mesure que cette insensibilité augmente, les possibilités de créer de la mauvaiseté augmentent également. Alors j'aurais envie de vous dire, revenons aux images silencieuses, nues, des livres ouverts, un mur blanc, de l'amour si vous en avez, de la frugalité. Ah oui, dernière chose qui m'est venue. Une chose qu'on entend beaucoup, je l'ai lu, puis vous l'entendez aussi sans arrêt, c'est qu'au fond, il nous faut, pour affronter à la fois la crise climatique, la crise sanitaire, la crise écologique, la crise économique, il nous faut un meilleur partage des richesses. Et bien peut-être vous allez peut-être vous trouver, peut-être vous allez trouver ma réflexion scandaleuse. Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, le partage de la richesse ne va faire qu'aggraver la crise sanitaire et climatique. Parce que plus d'argent dans les poches des gens, ils ne vont pas thésauriser, ils vont la dépenser. Ils vont la dépenser et la dépensant, ça va aggraver la situation. Alors j'aurais envie de dire que oui, qu'il y ait de parfaites injustices dans ce domaine, si on arrive à pouvoir se loger, se nourrir, avoir un peu de repos, avoir du temps à soi. Du temps à soi, ça c'est précieux. Eh bien, au fond, c'est parfait. Mais on ne fonctionne pas comme ça. On est des êtres désirs, on en veut toujours plus. Et en plus, on est des êtres de rivalité mimétique. Alors, mon client qui est parti en Italie aujourd'hui, je vais avoir envie de l'imiter. Et je vais me dire, pourquoi moi je me priverais, pourquoi moi je vivrais une vie frugale pour que lui puisse aller visiter Venise. Alors mais si on était capable d'endurer, si on était capable d'échapper à l'envie, si on était capable d'échapper à la rivalité mimétique, si on était capable de prendre sur soi, ça serait déjà énorme. Mais notre société qui fonctionne sur la dépense extrême, la consommation extrême, ne peut pas envisager sereinement une retenue. Alors on ne se retient jamais, on nous oblige à nous retenir. Et parfois c'est les mêmes qui se sont accaparés de toutes les richesses qui nous obligent à la sobriété. Mais je trouve, je sais bien que c'est une idée un peu scandaleuse, mais je crois que si on dépouillait tous les très riches, alors il faut établir des barèmes, mais si on dépouillait, disons, les 1000 personnes les plus riches de la planète et qu'on distribuerait ça à l'ensemble de la planète, eh bien, je pense que ce serait d'assez peu d'effet au niveau, je ne crois pas que le niveau de vie des gens augmenterait tant que ça, mais je sais avec certitude, c'est que le chiffre d'affaires de la planète, lui, connaîtrait un boom. Et ce boom-là aggraverait la crise. De ça, je suis parfaitement convaincu. Bon, je ne suis pas un économiste, mais ça m'apparaît logique, vu l'état de désir dans lequel nous sommes. Bon, certains, sans doute, utiliseraient cet argent à combler des besoins qui n'ont pas été comblés depuis très longtemps. Et ça, bon, ça c'est tout à fait souhaitable. Mais d'autres, sans doute, en profiteraient peut-être pour s'acheter enfin la voiture qu'ils convoitent ou faire ce voyage en Italie dont ils rêvent depuis si longtemps, aggravant la situation générale. À demain.